Bonjour, merci à toutes et tous d'assister à distance, bien sûr, à ce webinaire organisé par Gustave Roussy. En ce mois d'octobre rose, nous sommes ensemble pendant 1 heure pour parler, bien sûr, du cancer du sein, de ses différentes formes, de sa détection, de sa prévention. Nous évoquerons, bien sûr, tous les progrès en cours pour un meilleur dépistage, une meilleure prise en charge, l'apport aussi de l'intelligence artificielle pour prédire le risque de rechute ou encore la possibilité de personnaliser les traitements, ce qui permet notamment de réduire les toxicités qui affectent beaucoup la qualité de vie des femmes. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions par écrit sur le fil de cette discussion. Vous vous rendez dans l'onglet tout en bas de votre écran, Q et R, et bien sûr, nos intervenants y répondront tout à l'heure. Alors, à mes côtés, 5 experts du cancer du sein. Par ordre d'entrée en scène, eh bien, Barbara Pistilli, oncologue médicale, chef du comité de pathologie mammaire. Suzette Delaloge, oncologue médicale et directrice du programme Interception. Ingrid Garberis, chercheuse, anatomopathologiste. Benjamin Verret, qui nous rejoindra un petit peu plus tard et qui est médecin-chercheur. Et puis, Johanna Ribeiro, oncologue médicale à Gustave Roussy, bien sûr. Alors, chaque année en France, vous le savez peut-être, plus de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués, ce qui fait de cette maladie le cancer le plus fréquent chez les femmes. Grâce aux progrès thérapeutiques, près de 9 femmes sur 10 en guérissent aujourd'hui. Néanmoins, c'est vrai, on ne peut ignorer les toxicités, les effets secondaires très lourds qui sont induits par ces traitements et qui affectent la qualité de vie d'environ 30 000 patientes par an. Alors, première question avec vous, Barbara Pistilli. Vous êtes, je le rappelle, chef du comité de pathologie mammaire. Les cancers du sein sont-ils tous pareils? Autrement dit, y a-t-il un cancer du sein ou des cancers différents? Bonjour Odile, d'abord et bonjour à tous. Et c'est une très bonne question et je pense que c'est le début initial de ce webinaire, c'est là de dire qu'il n'existe pas un seul cancer du sang, mais qu'il existe plusieurs types de cancers du sang différents. Et ces types différents de cancers du sang sont vraiment bien identifiés aujourd'hui grâce à toutes les technologies que nous avons, surtout sur la partie anatomopathologique. Donc, c'est là qui est plus fait par Ingrid et ses collègues. Mais c'est important aussi de dire que pour des raisons de simplification et surtout pour comprendre quels sont les types de traitements différents que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour les cancers du sang, nous avons l'habitude de les distinguer entre trois groupes principaux. Et ces trois groupes principaux sont d'abord les cancers qui expriment les récepteurs à l'estrogène et ou à la progestérone, donc qui sont les cancers qui sont hormonodépendants et qui représentent la majorité des cancers du sang. On peut dire 60-75% des cancers du sang sont hormonodépendants. Il y a un autre groupe de cancers qui sont les cancers qui sont triple négatifs, c'est-à-dire les cancers qui n'expriment pas les récepteurs à l'estrogène, qui n'expriment pas le récepteur à la progestérone et qui n'expriment pas un troisième récepteur qui s'appelle HR2. Donc, la manque de ces trois récepteurs identifie ces cancers comme triple négatifs. Et finalement, il y a un troisième groupe qui sont les cancers HR2 positifs, qui sont des cancers qui sont enrichis d'un récepteur qui s'appelle HR2 et qui nous permettent aujourd'hui d'utiliser des thérapies ciblées, focalisées entièrement sur ces récepteurs. Donc, le fait de distinguer entre ces trois groupes, ça permet déjà de comprendre qu'il y a des stratégies thérapeutiques plutôt différentes entre ces types de cancers. Alors, 3 grands types, en effet, Barbara Pistilli, de cancer, et avec évidemment avec des pronostics de type différents. Oui, je dirais avec des pronostics différents, surtout les pronostics d'un côté, ça dépend beaucoup de la biologie de la tumeur, donc du type de cancer, comme je viens de dire, mais ça dépend aussi de l'étendue de la tumeur au moment du diagnostic. C'est-à-dire, il faut d'abord distinguer entre les cancers qui sont diagnostiqués dans une phase précoce, c'est-à-dire les cancers qui sont encore localisés dans les sangs et qui éventuellement peuvent avoir donné des métastases au niveau ganglionnaire dans les ganglions qui sont juste à côté, généralement les ganglions axillaires. Donc, ces types de cancers restent des cancers qui sont
guérissables, qui sont des cancers qui nous identifions comme précoces. Et de l'autre côté, il y a les cancers qui sont métastatiques, qui sont des cancers qui ont déjà donné des métastases dans des autres organes et qui sont des cancers pour lesquels des traitements sont toujours possibles et sont des cancers pour lesquels généralement les traitements est sans limitation de date. Donc, si on revient sur les cancers du sang précoce, les pronostics aujourd'hui est, comme je disais, différent en fonction du fait que les cancers pourraient être localisés uniquement dans les sangs ou avoir donné aussi des métastases ganglionnaires, mais aussi dépendant du fait que le cancer est hormonodépendant, triple négatif ou HR2 positif. Ce que je peux dire est que généralement pour les cancers triple négatifs et pour les cancers HR2 positifs, nous avons aujourd'hui des traitements qui nous permettent de modifier complètement les pronostics de ces cancers et surtout de dire déjà aux patients au-delà de 3 à 5 ans, c'est là guéri complètement. Donc, si la patiente ne développe pas de rechutes pendant ces délais-là, nous pouvons dire déjà à la patiente qu'il y a de bonnes chances qu'elle est complètement guérie. Pour les cancers qui est hormonodépendant, il faut juste faire une petite précision qui je pense est vraiment important. Ce type de cancer, généralement, c'est un cancer qui reste à très bon pronostic, mais qui, quelquefois, ça peut donner des rechutes plutôt tardives. Plutôt tardives, ça veut dire même plusieurs années, quelquefois même 10 ans après ou 15 ans après le diagnostic initial. Et donc, ça reste un cancer pour lequel nous avons énormément de traitements disponibles, qui restent à très bon pronostic, mais pour lesquels la suivi et surtout l'information qui doit être donnée à la femme en termes de durée de l'hormonothérapie, ça pourrait être quelquefois très différent en fonction de l'étendue de la tumeur. Alors, on a vu, docteur Pistilli, en effet, les pronostics très différents. La prise en charge, on ne traite pas, bien sûr, les cancers du sein de la même manière. Ah, bien sûr que non. Je dirais qu'encore une fois, le fait de distinguer entre ces trois types de cancers, ça permet déjà de comprendre quels sont les types de traitements différents. D'abord, je voudrais dire que la chirurgie, ça reste dans les cancers du sang précoce quand même les piliers du traitement, donc une chirurgie qui pourrait être quelquefois une tumorectomie ou quelquefois une mastectomie. Ça veut dire l'ablation uniquement de la tumeur ou l'ablation du sang. Encore une fois, en fonction de l'étendue de la tumeur et des autres caractéristiques, quelquefois aussi l'effet d'avoir une prédisposition héréditaire pourrait avoir un impact sur le choix du type de chirurgie. Il y a aussi les traitements systémiques qui sont la chimiothérapie et l'hormonothérapie, l'immunothérapie et les traitements ciblés anti-HR2. Comment on utilise les autres traitements systémiques en fonction de la chirurgie? En fait, on peut les mettre avant la chirurgie ou on peut les mettre après la chirurgie. Cela, ça dépend vraiment du type de cancer. Généralement, dans les cancers triple négatifs et généralement dans les cancers HR2 positifs, nous avons la tendance à utiliser la chimiothérapie avant la chirurgie. Pourquoi? Parce que cette attitude, cette séquence, c'est là qui a démontré les meilleurs résultats en termes de guérison et ça permet aussi à la patiente d'avoir un traitement qui vient après, qui est en fonction de la réponse de la tumeur à la chimiothérapie déjà reçue avant la chirurgie. Pour les autres cancers, généralement, c'est plutôt chirurgie d'abord, chimiothérapie ou pas, et bien évidemment l'hormonothérapie pour les cancers hormonodépendants. Merci, docteur Pistilli, pour cet état des lieux très concret. Alors, comment prévenir les cancers du sein? Comment les détecter précocement? Quel dépistage? Quelle prévention pour la femme? Eh bien, c'est le sujet que l'on va évoquer avec vous, docteur Suzette Delaloge. Vous êtes oncologue médicale, directrice, je le rappelle, du programme Interception, ici à Gustave-Roussy. Alors, est-ce qu'on peut démarrer là aussi par un état des lieux? J'ai parlé tout à l'heure du nombre de nouveaux cas en France chaque année, plus de 60 000. On est comment par rapport au reste du monde en France? Eh bien, hélas, nous sommes champions du monde et parfois on préférerait s'abstenir. Actuellement, nous avons la plus forte incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an au monde, ajusté à la structure et à l'âge de la population. On a plus de 100 femmes pour 100 000 par an qui développent un cancer du sein. Donc triste record, qui n'est pas si simple d'expliquer.
Et on a un accroissement, c'est-à-dire qu'on est passé de 30 000 nouveaux cas par an en 1990 à plus de 60 000 nouveaux cas par an en 2023. Il y a une partie qui est liée à l'expansion de la population, une partie au vieillissement. Vous savez que il y a deux grands facteurs de risque principaux pour le cancer du sein. Il y en a un qui est d'être une femme, malheureusement, et bien que ça soit une chance inouïe, et l'autre qui est de vieillir. Là, je suis pas sûre que ce soit une chance inouïe, mais quand même, c'est pas mal. Et donc, l'âge est un facteur majeur, mais il y a plus de la moitié de l'accroissement de cette incidence, de l'augmentation de nombre de nouveaux cas qui est liée à des facteurs de risque, en fait, aux modifications de nos vies, à des expositions, au fait que voilà, les femmes font aussi moins d'enfants, moins tôt, les allaitent moins. Mais ça n'a pas tant changé depuis 1990, mais surtout le surpoids, la sédentarité, l'absence d'exercice physique, un peu d'alcool, un peu de tabac, et puis les expositions aux particules fines, le travail de nuit. Enfin, il y a plein de choses qui font que un charmant cocktail qui font que malheureusement, ça augmente. Et on ajoute là-dessus, évidemment, des expositions à des hormones probablement un peu plus importantes en France qu'ailleurs. Pilules très prolongées, traitements après la ménopause, etc. Mais sur ces facteurs, en effet, dont vous parliez, l'alcool, le surpoids, l'alimentation, on peut intervenir. On est Et d'accord? oui, alors on peut intervenir à l'échelle de la santé publique, mais en fait, c'est pas simple. C'est un leurre. Il est évident qu'il faut qu'à l'échelle de la santé publique, on fasse des choses. Donc, on doit arrêter le tabac, ça c'est vraiment indispensable, c'est mieux. On doit boire le moins possible d'alcool et vraiment le moins possible. On doit faire de l'exercice, on doit manger bien, etc. Mais quoi qu'il en fasse, on est quand même dans un système, donc il y a des déterminants, ce qu'on appelle sociaux et structuraux, qui font qu'à un moment donné, votre comportement, il ne dépend pas vraiment que de vous. Vous ne choisissez pas d'être assis toute la journée à votre boulot parce qu'on vous l'impose. Vous ne choisissez pas exactement la nourriture, les expositions environnementales, etc. Et donc, il y a une partie qu'on peut actionner. Donc, vraiment, je pense qu'il faut qu'on essaie tous d'avoir les meilleurs modes de vie possibles. Et à l'échelle de la santé publique, c'est très important. Et nous, on essaie de développer en complément une partie plus individuelle, sans rendre l'individu responsable. Les femmes ne sont pas responsables de leur cancer du sein, soyons très clairs. Mais on peut essayer de faire des choses pour détecter plus tôt et empêcher, diminuer le risque de cancer. Détecter plus tôt, c'est important, c'est le dépistage, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Quoi qu'en pense l'opinion publique, le dépistage n'est pas toujours très bien vécu parce que c'est quelque chose qui paraît trop monochrome, justement, pas assez personnalisé, très imposé. À 50 ans, on doit faire sa mammographie, etc. Mais le dépistage, ça sauve des vies. Ça évite un décès par cancer du sein sur 4 à 5. C'est énorme quand même. Ça ne suffit pas, mais c'est quand même énorme. Donc, je pense que le dépistage, ça reste aujourd'hui un truc absolument incontournable. Et puis après, il y a des approches de plus en plus personnalisées qu'on essaie de construire. L'idée, c'est d'identifier plusieurs années avant les femmes qui sont beaucoup plus à risque de faire un cancer du sein parce que leur tissu est en train de changer, parce qu'elles ont un certain nombre de facteurs de risque qui s'agrègent à un moment donné. Et là, on peut faire des interventions plus ciblées. Et Faire en comment, sorte pardon, là que… oui, pardon, docteur, comment les Non, identifier justement ces femmes les plus à risque? Qu'est-ce que ça veut dire quand on a un risque augmenté? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, juste un truc pour dire qu'on ne peut pas identifier tout le monde, mais il y a quand même 40% des femmes qui font un cancer du sein qu'on peut identifier comme étant à risque élevé, même un peu plus que ça, on peut aller jusqu'à 60. Et souvent, ça va être une histoire familiale. Évidemment, l'histoire familiale, c'est toujours une base très importante, mais aussi si on a eu des biopsies avec certaines anomalies bénignes particulières. Et quand on fait une image de mammographie, on mesure la densité des seins. Donc ça, en fait, on a un ensemble et puis l'âge, toujours la même chose. On a un ensemble de facteurs qu'on peut agréger ensemble sous forme de score de risque qui permettent à un temps donné d'être assez bon dans la prédiction d'un sur-risque de développer un cancer. Et là, ça vaut vraiment le coup de faire le dépistage. Et là, ça vaut vraiment le coup de se mettre à faire du sport, à manger mieux, etc. On va être beaucoup plus motivé éventuellement et ça peut vraiment réduire les risques. Et ça, c'est la médecine d'aujourd'hui. Dans le futur, dans les années qui viennent, ce qu'on est en train de développer avec la recherche, c'est que
Cette personnalisation, elle permet de bien mieux d'identifier les tissus qui sont en train de changer, avec les travaux du docteur Verret, par exemple, et puis de permettre des solutions pour reprogrammer le tissu qui est en train de fabriquer un cancer en lui disant: «Oh là, stop mon gars, là, il va pas être question de ça, c'est possible, ça existe, on sait qu'on est capable de faire ça. Il faut juste qu'on arrive à avoir la bonne conjoncture d'identification de la personne à un temps donné et empêcher le cancer de survenir». C'est ce qu'on Et construit, pour le futur, oui. alors, quel type, par exemple, de dépistage vous pouvez proposer à ces femmes-là? Est-ce que c'est des mammographies, plus fréquentes, des conseils concernant l'activité physique, des évaluations de l'alimentation et cetera? Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qu'on peut Alors, faire? il y a plein de choses. La mammographie, on peut commencer à partir de 40 ans chez des femmes qui sont à risque, même si c'est un très haut risque avec, une histoire familiale lourde. On commence des IRM à partir de 30 ans. Les IRM, c'est très efficace en plus de la mammographie. Donc on a des moyens de dépistage extrêmement efficaces, mais ils ont toujours des effets collatéraux, donc il faut les donner aux bonnes personnes. Parce que si tout le monde se met à faire des IRM demain, c'est l'enfer parce qu'on trouve beaucoup de faux positifs, d'images qui en fait sont bénignes, et cetera. Et en termes de simples choses de la vie quotidienne, l'exercice physique, ça peut diminuer le risque de cancer du sein, de façon, enfin de l'ordre de 8 à 10 le maintien d'un poids en dessous avec un indice de masse corporelle en dessous de 30 et certains éléments de l'alimentation, les fibres, moins de sucre, pas trop de viande rouge, beaucoup de légumes, légumineuses, et cetera, des céréales. Enfin, il faut recadrer un petit peu l'alimentation, ça s'apprend, pas forcément pour devenir un ascète, soyons clairs, et diminuer la consommation d'alcool. En France, on boit un peu trop d'alcool encore, clairement, aujourd'hui. Et puis le tabac aussi. Enfin, il y a un certain nombre de choses relativement simples en théorie, plus compliquées en pratique, mais chacun peut trouver des choses qu'il peut modifier de façon faisable. Il faut que ça soit faisable, agréable, et on va pas changer toute sa vie pour juste le risque de cancer du sein, on en est bien d'accord, mais il y a des choses qu'on peut améliorer, qui en plus améliorent le reste de la santé, hein. On disait tout à l'heure, je vous ai présenté comme, directrice du programme, Interception qui a été mis en place à Gustave-Roussy. Ce programme, il est fait pour qui et qu'est-ce qu'on y fait? Et pourquoi Alors ce on va vous voir pour ça? alors ce programme, c'est un programme à la fois de soins et de recherche. Tu sais, on essaie de construire la prévention du futur, une prévention, de précision comme l'oncologie du futur et du présent. C'est amener l'oncologie vers la prévention aussi, et ça s'adresse à des personnes qui sont identifiées par leur médecin traitant, par exemple, comme étant à risque élevé, beaucoup plus élevé que la moyenne de la population d'un cancer. Donc c'est au risque de cancer du sein ou du pancréas ou du poumon ou du côlon, et cetera. Et dans ce programme, en fait, les personnes passent une journée avec nous dans des ateliers. On leur apprend tout ce qu'elles doivent savoir sur, le risque, comment éviter, comment diminuer les risques, quel dépistage il faut faire, quels symptômes, et cetera. On les déculpabilise. Il s'agit d'être actif et proactif vers le futur. Il ne s'agit pas de se fouetter pour savoir pourquoi on a ça aujourd'hui. Je veux dire, on est tous, dans un environnement et une société qui font qu'on a des risques, de maladie à un moment donné. Et donc on va construire un programme personnalisé de prévention et de surveillance, et de dépistage qui est partagé avec les personnes, et puis on va le mettre en place en ville, en général avec le médecin traitant. Et donc il y a toute une partie de suivi digital qui est assez, importante. Une application en ligne qui vous dit: «Au fait, n'oublie pas de faire ta mammographie le mois prochain. Là, tu as un scanner à faire», ou qui peut aussi suivre vos progrès sur l'activité physique, et cetera. Donc l'idée, c'est de démontrer qu'un parcours comme ça va vraiment aider les gens à éviter les cancers graves, hein. C'est ce qu'on a pour objectif. Merci beaucoup, docteur Suzette Delaloge. Alors, on va s'intéresser maintenant à la façon dont les équipes de Gustave Roussy, mais vous avez commencé à en parler bien sûr, préparent, le futur. Quels sont les axes à venir pour un meilleur dépistage, en effet, une meilleure prise en charge? Avec nous aussi, Ingrid Garberis, vous êtes chercheuse, anatomopathologiste. On va voir comment on peut prédire, le risque de rechute grâce à l'intelligence artificielle.
Alors d'abord, est-ce qu'on peut dresser un état des lieux? On sait aujourd'hui quelle proportion de femmes rechutent d'un cancer du sein? On ne vous entend pas. Faut que vous, vous pouvez ouvrir votre micro, docteur Garberis? Vous avez, on ne vous entend pas du tout. Voilà, je suis parent Ah, déjà. Vous très bien, m'entendez? docteur. Est-ce que vous avez entendu ma question? On va Oui, voir, on va voir avec vous comment on peut prédire le risque de rechute grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce tout qu'on à peut fait. d'abord dire quelle proportion de femmes aujourd'hui rechutent d'un cancer du sein? Bah, je crois que j'ai pas les pourcentages. 15%, c'est ça? Comment? 10 à 15% à Oui, peu c'est près ça. de Oui, c'est femmes à peu près ça. rechutent d'un Tout à fait. cancer du sein. Et Oui, les plus à risque, on a vu aussi que c'était les cancers du sein dits triple négatifs. Alors, avec vous, on parle de cette spécialité médicale qui est l'anatomopathologie. D'abord, ça consiste en quoi? Parce qu'on part de ça, on part de l'anatomopathologie. oui, c'est ça. Bah, déjà, bah, l'anatomie pathologique, pour une personne qui connaît un peu moins, c'est une spécialité médicale qui va se servir d'une partie de l'anatomie, comme le nom l'indique, et notamment des dissections, des connaissances venues des dissections notamment, et aussi de la biologie, pour venir chercher des altérations au niveau cellulaire qui vont permettre d'expliquer les causes des différentes maladies. Donc, bah, dans les cancers du sein spécifiquement, il y a un apport très important de l'anatomopathologie déjà pour faire les diagnostics du cancer, qui se fait notamment au moment de faire la biopsie pour identifier la maladie et pour mettre les noms. Et aussi, dans un deuxième temps, quand dans les parcours du patient, bah, on envisage de faire une résection chirurgicale pour une ablation des cancers. Donc, à ce moment-là, il y a les pathologistes qui viennent analyser cette pièce opératoire pour pouvoir donner toutes les informations possibles à nos autres collègues médecins qui seront responsables de définir en fait tous ensemble les traitements les plus adaptés pour chaque patient dans cette démarche de médecine personnalisée. Donc, c'est très important et au niveau de l'anapath de pouvoir bien classifier cette maladie que, bah, comme mes collègues expliquaient déjà, c'est une maladie très hétérogène, donc avec bah, des pronostics très différents en fonction du type de cancer. Alors, comment intervient l'intelligence artificielle dans, voilà, dans cette, avec cette anapathe là? Qu'est-ce que vous faites exactement? Bah, en fait, nous, on a juste découvert que bah, c'est que nous, on fait un anatomie pathologique, c'est aussi la reconnaissance des différents attributs dans les tissus. Vous savez, on regarde au microscope des lames histologiques qui contiennent des coupes tissulaires. Donc, ce qu'on fait, c'est la reconnaissance des différentes caractéristiques cellulaires, aussi des patrons architecturaux des différents tissus et tumeurs. Et on se dit, ben, si les machines peuvent faire aussi la reconnaissance, comme vous connaissez peut-être la reconnaissance faciale, ces genres de choses, peut-être qu'on pourrait se servir aussi de cette technologie pour venir reconnaître des choses sur les lames histologiques qui sont pas évidents à l'œil nu du pathologiste. Donc, c'est un peu comme ça que l'idée est venue de pouvoir se servir de tout ça pour pouvoir apporter des nouvelles idées pour mieux identifier les patients qui seraient à risque. Et il faut dire aussi que c'est très important et une étape précédente à l'utilisation de l'intelligence artificielle en pathologie, qui est la numérisation des laboratoires de pathologie en utilisant des instruments qui s'appellent scanners des lames et qui fonctionnent juste comme des scanners de feuilles de papier qu'on connaît. Et c'est la même chose, sauf qu'on utilise des lames en verre qu'on scanne pour transformer ces lames histologiques
en découpe des tissus qui seront des images, en fait, des images pixelisées qu'on peut regarder sur un ordinateur classique. Donc, à l'aide des data scientists, des informaticiens, on va venir se servir des lames numérisées justement pour constituer des datasets qu'on va coupler avec des données cliniques et d'autres données aussi, des données moléculaires, des données d'imagerie, toutes sortes de données pour construire ces énormes datasets qui vont permettre d'entraîner des modèles, des modèles d'intelligence artificielle qui sont des algorithmes en fait, et avec lesquels on pourrait répondre à différentes questions scientifiques, comme c'est le cas de la prédiction du risque. Donc, pour l'expliquer de façon très simple, en fait, on apprend l'algorithme à reconnaître certains paramètres sur les lames qu'on donne et un input qu'on appelle. Et c'est l'algorithme qui va trouver différents éléments sur ces lames qu'on ne peut pas regarder à l'œil nu. Et pour pouvoir sortir un résultat dans la forme d'une prédiction, souvent, ce sont des pourcentages. Par exemple, les pourcentages des risques dans certains cancers de générer une rechute dans le temps. Mais cela vous dit quel est le risque d'une femme à rechuter de son cancer? Ça C'est vous a dit? oui, ce sont des estimations évidemment et après il y a toujours l'œil du pathologiste et des différents experts qui vont venir aider pour l'interprétation des résultats et parce que évidemment la machine ne peut pas tout faire et il faut toujours la corrélation avec la biologie derrière, donc il est très important qu'il y ait des experts qui vont s'impliquer dans la phase d'interprétation des résultats justement. Est-ce qu'on peut prendre, Ingrid Garberis, un exemple concret? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de cet apport de l'intelligence artificielle? Il y a Oui. il y a des nombreux algorithmes qui sont en train de se développer. Nous, concrètement, on travaille sur un modèle à Gustave Roussy qui s'appelle Relapse Risk et qui permettrait de prédire les risques de rechute dans les patients avec un cancer du sein précoce et dans les 5 ans. Et pour ça, comme je disais, pareil, on a entraîné l'algorithme avec les lames, avec les données, avec les informations des rechutes connues, justement pour générer ces modèles qui permettraient, une fois qu'on va donner des informations des nouvelles patientes, de faire le même travail et de pouvoir nous dire, et toujours dans la forme d'un pourcentage, quel est le risque d'une patiente d'avoir une rechute métastatique. Donc, oui, on est dans la phase qu'on appelle prospective, c'est-à-dire des tests et des validations de cet algorithme qu'on a entraîné. Quels sont les objectifs? Ça permet de fournir un compte-rendu beaucoup plus complet, ça permet d'aider les médecins, les oncologues à adapter un traitement, c'est ça? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de pouvoir peaufiner la classification des maladies et de permettre de mieux stratifier les patients. Et souvent, s'il y a des patients qui ont des maladies très agressives, on sait qu'on doit faire un traitement plus intense. S'il y a des patients avec des maladies qui sont beaucoup plus indolentes aussi, on sait qu'on peut être un peu plus conservateur dans les traitements. Mais en fait, il y a pas mal de patients qui sont dans un état intermédiaire et pour lesquels c'est très utile justement d'avoir des éléments qui vont nous permettre de mieux stratifier pour pouvoir adapter les traitements derrière et aussi pour mieux suivre les patients avec une fréquence adaptée. Ça veut dire que la machine, elle fait un travail énorme, ça vous aide, voilà, c'est un apport pour vous essentiel maintenant. Oui, en fait, c'est des outils d'aide à la décision. Donc, ce qu'il faut, c'est justement de pouvoir trouver des informations qui sont pas évidentes et de les faire visibles pour toute l'équipe qui s'occupe de la prise en charge des patients pour pouvoir mieux décider des traitements et de la suite. Merci infiniment, docteur Ingrid Garberis, pour cet éclairage.
On va maintenant évoquer la possibilité d'adapter les traitements au risque de rechute de chaque patiente. On vient d'en parler, de ces risques de rechute, avec comme objectif évidemment d'éviter certains traitements très lourds, avec, on le sait, beaucoup de toxicité, d'effets secondaires. Johanna Ribeiro, vous êtes oncologue médicale à Gustave Roussy. Alors, comment adapter les traitements au risque de rechute? Comment on procède concrètement? Bon, mais bonjour. Il y a plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, on essaie de trouver des biomarqueurs qui peuvent nous aider à stratifier, comme Ingrid vient de dire, le risque des patientes et d'identifier les patientes dans lesquelles on peut soit augmenter l'intensité ou la durée du traitement ou les patientes pour lesquelles un traitement lourd ou même un traitement de chimiothérapie, elle ne veut pas ajouter beaucoup d'efficacité, mais donner quand même de toxicité. Et donc, dans ces cas, on essaie de désescalader un petit peu le Ça traitement. veut dire quoi désescalader, docteur? Qu'est-ce qu'on entend par la désescalade? Oui, ça veut dire, c'est plutôt personnaliser le traitement selon le risque. Ça veut dire qu'il y a des patientes qui n'ont pas besoin de traitement lourd pour avoir donc ça veut dire qu'il y a des patients qui n'ont pas besoin de traitement assez lourd, par exemple comme la chimiothérapie et on peut de cette façon améliorer la qualité de vie, on peut diminuer le risque de toxicité sans augmenter le risque de rechute. C'est ça qu'on veut dire avec des escalades, personnalisation du traitement. Et bon, je peux vous donner un exemple très concret. Ici à Gustave Roussy, nous sommes en train de mener des différentes études des escalades dans lesquelles on essaie d'ajuster la durée et l'intensité de traitement selon le risque. Par exemple, dans le cancer du sein triple négatif, trop petit, mais avec un fort infiltrat lymphocytaire tumoral, nous pouvons peut-être identifier un groupe très spécifique pour lequel une omission ou une abstention de chimiothérapie, elle peut être envisagée et de cette façon, nous pouvons réduire l'exposition à traitement toxique. On pourra même dire qu'on va améliorer la qualité de vie de cette patiente sans augmenter le risque d'avoir une rechute dans le futur. Et ça, on sait depuis quelques années parce que qu'est-ce que c'est l'infiltrat lymphocytaire? C'est des cellules tumorales qui vont infiltrer la tumeur et ça, c'est un biomarqueur d'une activité immunitaire antitumorale que rendre les patientes à un meilleur pronostic. Et ça a été démontré il y a quelques années pour des chercheurs, notamment des chercheurs françaises de Gustave Roussy, qui ont montré que dans une population de patientes avec un petit cancer du sein triple négatif, mais avec un infiltrat tumoral très très fort, seulement la chirurgie, elle donne une survie extrêmement positive d'environ 98-99% à 5 ans. Donc, la hypothèse qu'avec une étude qui s'appelle l'étude ETNA, qu'on est en train de démarrer, notre hypothèse est que ce niveau élevé de lymphocytes dans la tumeur pourrait permettre d'identifier les patientes qui peuvent se passer de chimiothérapie adjuvante sans augmenter le risque de rechute. Et donc, ça, c'est une façon vraiment de personnaliser le traitement basé sur un biomarqueur. Et donc, ça ouvre la voie à vraiment une personnalisation de traitement où l'immunité naturelle, elle joue un rôle clé. Parce qu'aujourd'hui, docteur, pardon, aujourd'hui, le protocole, il y a un protocole, un standard. Par exemple, vous parliez du cancer triple négatif. On fait, je crois, une chimiothérapie et plus une immunothérapie avant la chirurgie. Et puis après, il y a une immunothérapie, etc. Ça, c'est le protocole. Oui, Généralement, on est obligé de faire ça.
Oui, donc je pense que cette idée que Barbara Pistilli lui a donnée de la maladie hétérogène est très importante. Dans le triple nègre, c'est le cancer avec le pire pronostic. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup développé de médicaments dans les dernières années, comme la immunothérapie, qui a beaucoup amélioré le pronostic de ce groupe de patients. Après, il y a les tumeurs petites, sans atteinte ganglionnaire. Là, le protocole standard, c'est une chimiothérapie. Et là, avec l'étude ETNA, nous sommes en train de dire qu'il y a peut-être une population qu'on identifie parce qu'ils ont beaucoup de lymphocytes dans la tumeur qui peuvent se passer de chimiothérapie sans augmenter le risque de rechute. Et après, il y a un autre groupe de cancers triple négatifs qui sont des cancers avec une taille plus grande ou une atteinte ganglionnaire. Et ça, c'est le protocole que vous avez bien dit. C'est une chimiothérapie néoadjuvante pendant 6 mois avec une immunothérapie, après chirurgie. Et après 6 mois en plus d'immunothérapie, quelle que soit la réponse au moment de la chirurgie. Et ça, c'est très important parce que nous savons depuis plusieurs années que la chirurgie, c'est un moment très important pour identifier des patients de bons ou de mauvais pronostic. Et on sait très bien que au moment de la chirurgie, la tumeur elle est complètement disparue. Ça veut dire quand on commence un traitement de chimio-immunothérapie avant la chirurgie, on pose toujours un clip dans le sang pour savoir où le tumeur il était parce qu'on sait que dans presque 60% des patients, la tumeur elle va disparaître. Donc, au moment de la chirurgie, le chirurgien va enlever le sein ou la glandule mammaire où la tumeur était et le pathologiste, Dr Ingrid, il va voir au microscope si elle trouve des cellules ou non. Et dans 60% des cas, toute la tumeur est disparue. Il n'y a pas de tumeur. Et donc, dans cette population, le pronostic, il est très bon. Et la question que nous posons aussi aujourd'hui pour personnaliser le traitement, c'est pour cette patiente, il y a besoin de 6 mois en plus d'immunothérapie parce que quand même l'immunothérapie, elle est un traitement très efficace, mais il est aussi toxique. Il peut être challengé parce que parfois le système immunitaire, il s'emballe, il se met à développer des maladies auto-immunes qui peuvent toucher de plusieurs organes. Et ça peut arriver à tout le moment. Donc, la question qu'on pose, par exemple, dans une étude qui est une étude internationale, mais qui est une étude lidérée par la France, c'est dans l'étude OPT-PEMBRO, c'est quel est on peut arrêter le traitement d'immunothérapie après la chirurgie sans augmenter le risque de rechute, mais en même temps, on peut donner une amélioration de la qualité de vie, un retour à une activité sociale plus rapide pour les patientes, une diminution de toxicité auto-immune, qui sont des toxicités importantes, parfois à vie, avec besoin d'un traitement substitutif chronique. Donc ça sont les voies où on est en train, par lesquelles on est en train d'essayer de personnaliser le traitement du cancer du sein triple négatif. Parce que ces toxicités, en effet, elles impactent fortement la vie des femmes. On est d'accord? Oui, on est Quotidienne. d'accord. Oui, on est d'accord. Il y a un autre souci, c'est qu'on ne peut pas prédire qui sont les personnes qui vont la développer. Après, ça peut toucher des glandules thyroïdiennes, des autres glandules. Ça peut même toucher des organes, c'est plus rare, mais le foie, le poumon, même le cœur. Et donc, cette imprédictibilité de la toxicité et ce besoin, parfois avec cette toxicité, de faire un traitement substitut à vie, ça rend très important la identification de traitements plus courtes dans lesquels on réussit à diminuer la toxicité sans augmenter, bien sûr, le risque d'avoir une rechute pour cette maladie. Bien, merci, docteur Ribeiro, et merci à vous tous pour ces éclairages particulièrement riches, instructifs. Alors, c'est maintenant le temps des questions que vous pouvez poser, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, sur votre onglet Benjamin Verret. Ah, Benjamin Verret est apparu. Benjamin Verret est apparu. Bonjour, docteur, je ne vous voyais pas sur mon petit écran, donc merci de nous rejoindre. On va évoquer avec vous, on parlait de comment les équipes de Gustave Roussy préparent le futur.
Moi, je voulais qu'on aborde avec vous la détection du cancer du sein par une simple prise de sang. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vous pose cette question-là, où en est-on? Est-ce qu'on est toujours dans la science-fiction ou est-ce qu'on va y arriver bientôt? Alors, on est aujourd'hui encore dans le domaine de la recherche, mais pas du tout la science-fiction, parce que ce sera probablement des technologies qui seront abouties d'ici quelques années, à l'échéance 5 à 10 ans. C'est vrai que quand on parle de détection du cancer par une prise de sang, historiquement, les technologies, c'était surtout être capable d'identifier des cellules tumorales qui circulent, des cellules cancéreuses, sur la base de certains biomarqueurs, essentiellement dans des contextes de maladies plus évolués où il y avait déjà des métastases. Et on s'était rendu compte que c'était corrélé à plutôt un mauvais pronostic. Ça s'arrêtait là. On est allé un petit peu plus loin. Maintenant, avec une simple prise de sang, on peut détecter de l'ADN du cancer grâce à des analyses de biologie moléculaire un peu assez évoluées. Et ça, c'est des outils, pas forcément encore à des stades de prévention, mais dans notre prise en charge quotidienne des patientes atteintes de cancer du sein métastatique, ça nous arrive quotidiennement de faire ce type d'analyse parce qu'on peut voir émerger certains gènes de résistance au traitement, ce qui nous permet d'orienter vers des essais cliniques ou vers certaines thérapies ciblées. Donc ça, c'est du concret. La Et question, pour la détection, voilà. quand on recherche Bah, cet ADN de la tumeur, est-ce que il faut que la tumeur soit déjà très grosse ou pas? Comment ça se passe? c'est effectivement tout l'enjeu. Ça va être la problématique de la sensibilité. On aimerait que ces tests, ces outils soient très puissants pour nous permettre de détecter, même sur des toutes petites tumeurs qu'on ne palperait pas cliniquement, ce type de choses. Pour l'instant, on est un peu pris en défaut. Où effectivement, ce type d'outil d'ADN tumoral circulant est essentiellement retrouvé dans des contextes de tumeurs qui sont quand même assez volumineuses. Donc, on ne peut pas encore translater toute cette technologie à une logique de dépistage. Mais encore une fois, on est dans une technologie de première génération. Il y a d'autres altérations au niveau de l'ADN tumoral qu'on peut détecter plus précocement et qui est aujourd'hui évalué chez des populations à visée de prévention, donc chez des dames non porteuses de cancer du sein. Suzette Delaloge, on a peut-être parlé, mais elle a mené l'étude MyPeps, qui est terminée aux inclusions, mais qui pose la question d'un dépistage personnalisé. Intelligemment, en parallèle de cette étude, il y avait beaucoup d'échantillons de sang, d'échantillons de salive qui ont été aussi collectés et qui vont permettre d'évaluer tout un tas d'outils de dépistage, notamment de biomarqueurs circulants. On parle beaucoup, par exemple, de méthylation, j'utilise des mots compliqués, mais de méthylation au niveau de l'ADN, qui, pour faire simple, sont des marqueurs de vieillissement ou d'exposition à des carcinogènes, et qui semblent être, je mets du conditionnel, ça nécessite d'être évalué de façon prospective, mais semblent être beaucoup plus puissants pour détecter précocement la survenue de cancer par rapport à l'ADN tumoral simple. Donc c'est une des pistes de recherche, par exemple. Ingrid a également parlé des outils d'intelligence artificielle, d'analyse d'images. On a des équipes, par exemple, qui s'acharnent à trouver ce qu'on appelle des vésicules extracellulaires. Donc, c'est des petites vésicules qu'émettent les cellules dans la circulation sanguine. C'est totalement normal, hein, c'est même physiologique. C'est assez technique à mettre en évidence parce que ça fait appel à de la microscopie électronique et à des outils d'analyse d'image très poussés et assez complexes. Mais on est en mesure de nos jours de faire le distinguo entre des vésicules extracellulaires issues de personnes, un abus de langage, de personnes non malades et de patients atteints de cancer. Donc ça reste des voies de recherche où, oui, c'est pas un objectif non réalisable que, à partir d'une simple prise de sang, on soit en mesure de diagnostiquer très précocement un cancer. Ça reste un des objectifs de recherche, notamment du programme Interception, qui, on espère, on aura des réponses à apporter dans les 5 à 10 prochaines années. Il y a d'autres cancers, docteur, où on est beaucoup plus avancé dans cette détection par prise de sang? Alors, les hématologues, bien avant nous, puisque par définition, c'est des maladies du sang, donc c'est vrai qu'on peut détecter ce qu'on peut appeler des lésions précancéreuses, des états précancéreux assez précocement. Cancer du poumon, peut-être? Cancer du poumon, on a des analyses de méthylation, effectivement, qui commencent à être beaucoup plus performantes.
Les cancers du pancréas aussi, où on commence à avoir des données un peu assez intéressantes en termes de protéines anormales, notamment présentes chez les patients atteints de cancer du pancréas. Donc dans d'autres types de tumeurs, effectivement, c'est des technologies qui sont en train d'émerger. Merci beaucoup, docteur Benjamin Verret, pour cet éclairage sur cette détection par prise de sang. Et merci à vous tous donc pour cette discussion. Alors, c'est maintenant le temps des questions posées par vous tous qui suivez ce webinaire. Un temps d'échange prévu sur à peu près 10 minutes. Alors, je prends une première question, peut-être. On parlait avec Suzette Delaloge, en effet, des moyens enfin des facteurs qui impactent ce cancer du sein et comment agir sur la prévention. On a une question, qu'en est-il de la cigarette électronique? Parce qu'on parlait du tabac et de l'alcool. Qu'en est-il de la cigarette électronique? A-t-on déjà un recul nécessaire? Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être, docteur Delaloge, vous avez Oui, des bien sûr. lumières là-dessus. Merci pour la question. Alors déjà, sur le tabac augmente un peu le risque de cancer du sein, mais beaucoup moins que d'autres facteurs et surtout beaucoup moins qu'il n'augmente d'autres cancers, poumons, ORL, vessie, enfin il y en a beaucoup. Alors la cigarette électronique n'augmente pas le risque de cancer du sein et n'augmente pas le risque de cancer du poumon non plus. Alors, on n'a pas forcément un recul encore immense. Il y a des questionnements sur la cigarette électronique. Forcément, ce sont des substances chimiques, mais ça n'augmente pas les risques de cancer de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très très surveillé, bien évidemment. Donc, merci pour cette réponse, docteur Delaloge. Une autre question. La mastose est-elle un facteur de développement du cancer du sein? Alors d'abord, la mastose, est-ce qu'on peut avoir une petite explication de ce que c'est que la mastose, peut-être, docteur Delaloge? Mastose, ça veut dire des lésions bénignes du sein. Il y a beaucoup de femmes qui ont on appelle ça mastopathie fibrokystique aussi. Donc c'est des petits, le sein qui fait des grumeaux en quelque sorte, des petits trucs bénins. Globalement, la mastose elle-même augmente très peu le risque de cancer du sein, mais le fait d'avoir des lésions bénignes augmente quand même un petit peu en soi. Après, il y a différents types de mastose. Il y a des lésions plus atypiques qui peuvent multiplier par 2 à 2,5 le risque de cancer. La mastose bénigne classique, ça augmente très très peu le risque de cancer du sein. Il ne faut surtout pas s'inquiéter pour ça. Est-ce qu'il Mais faut on une sera enclin surveillance, oui, est-ce à qu'il faut une proposer du surveillance plus dépistage. rapprochée, peut-être? En tout cas, il ne faut pas plus rapprocher. Si c'est une mastose bénigne, ça va être standard tous les 2 ans. Autre question, un traitement par hormonothérapie, une hormonothérapie, peut-il engendrer un cancer du pancréas ou l'accélérer? Je Bon, je peux peux répondre aussi. Vas-y, Vas-y. réponds. À ma connaissance, non, ça ne peut pas générer un cancer du pancréas. Juste un petit mot sur la hormonothérapie parce qu'on a, je pense, des personnes qui sont là, qui nous écoutent et qui sont sous hormonothérapie pour un cancer du sang. L'hormonothérapie, c'est un traitement que nous donnons dans les cancers du sang pour plusieurs années. 5 ans, 7 ans, voire 10 ans dans certaines patientes. Et ça peut donner des effets secondaires qui persistent pendant toute la durée de l'hormonothérapie, notamment la fatigue physique, mentale, les douleurs osteoarticulaires, mais aussi la prise de poids quelquefois, et donc des effets secondaires, les bouffées de chaleur, des effets secondaires qui demandent une prise en charge qui est extrêmement importante. Donc, juste un message très clair, si vous avez des effets secondaires liés à l'hormonothérapie, n'hésitez pas à les communiquer à votre oncologue parce qu'il y a énormément de stratégies à pouvoir mettre en place, de plusieurs niveaux, des stratégies qui sont simplement de changement de style de vie, mais même des médicaments qui pourraient soulager et améliorer la qualité de vie sous hormonothérapie. Donc, pas de risque de cancer du pancréas, mais quand même des effets secondaires qu'il faut prendre en charge. Docteur Delaloche, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est très bien. C'est très bien. Autre question, une perte de poids. Alors, on avait parlé du surpoids avec vous tout à l'heure. Une perte de poids peut-elle favoriser le risque de cancer du sein? Non, il n'y a aucune donnée là-dessus. Et même en fait, pour les personnes obèses qui font de la chirurgie bariatrique,
ou qui prennent des inhibiteurs de GLP-1, mais les médicaments à la mode récemment pour l'obésité et le diabète. Chez ces personnes, on a une diminution très importante du risque de cancer en général et de sein en particulier dans les 10 à 15 ans qui suivent. Si on est obèse avec une obésité grave et qu'on a recours à une chirurgie bariatrique, donc on va avoir une perte de poids très rapide, on a une diminution de 20 à 25% du risque de cancer. Merci, docteur. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des hommes. Est-ce que les hommes sont exposés au cancer du sein? Oui, il y a du cancer des seins chez les hommes. Johanna, tu veux répondre? Oui, Johanna est l'experte. Docteur Ribeiro, oui. On aurait pu Désolée, laisser l'homme désolée. répondre, Benjamin. Oui, non, c'est vrai, comme vous avez dit, oui, les hommes peuvent avoir un cancer du sein. Ah, La probabilité, elle est vraiment, et la possibilité, elle est vraiment très, très faible. Seulement 1% de tout le cancer du sein arrive dans les hommes. Mais cette possibilité, elle existe. Et très important de savoir ça parce que vraiment, un des facteurs qui mène à un pronostic moins favorable dans les hommes, c'est un diagnostic la plupart des fois tardive parce que personne croit ni les hommes qui peuvent sentir un nodule, ni parfois même le médecin traitant. Donc, c'est très important cette sensibilisation aussi pendant cette période que le cancer du sein peut arriver chez un homme. Donc, un nodule de nouveau doit, bien sûr, un nodule, une altération de la peau, de la glandule mammaire, une douleur, ça doit vraiment déclencher une alerte dans la tête et d'aller voir un médecin. et j'en profite pour vous poser une question sur les adolescentes, puisqu'on a cette question-là. Est-ce que les adolescentes peuvent être concernées par le cancer du sein? On parle aujourd'hui, bien sûr, de femmes de plus en plus jeunes qui sont atteintes de cancer du sein. Qu'en est-il des très jeunes filles? Et dans Il y a quelle des proportion? tumeurs, c'est absolument, absolument, absolument exceptionnel avant 20 ans, avant 18 ans. Et ce sont des tumeurs très particulières qui guérissent, même des tumeurs malignes chez les filles adolescentes sont des tumeurs qui guérissent dans l'immense majorité des cas. Donc, ça n'a rien à voir avec le cancer du sein des adultes. Il peut y avoir des femmes qui vont développer un cancer du sein de type adulte en raison d'une prédisposition héréditaire après 18 ans, par contre, ça existe. C'est exceptionnel aussi. Mais chez les adolescentes, on va avoir des tumeurs qu'il faudra traiter, mais souvent avec juste une chirurgie. En ce qui concerne la récidive, on a une question là-dessus. Peut-on avoir un diagnostic de récidive alors qu'on est déjà à 5 ans après le diagnostic, je suppose, de bons résultats. Après 5 ans de bons résultats, est-ce qu'on peut avoir un diagnostic de récidive? Oui, on peut avoir, comme je disais en fait au début de ce webinaire, il y a surtout certains types de cancers qui sont les cancers hormonodépendants, qui expriment les récepteurs à l'estrogène, qui quelquefois peut donner des récidives, donc des rechutes locales ou métastatiques dans des autres organes, même à distance de plusieurs années du diagnostic initial. Et comme je disais, ces patients sont souvent des patients qui reçoivent l'hormonothérapie pour une durée qui est 5 ans, 7, 8 ans ou même 10 ans. Et donc, quelquefois, cette rechute peut survenir même après la fin de l'hormonothérapie et donc au-delà de ces plusieurs années de traitement hormonal. Donc, c'est vraiment important de savoir que d'un côté, c'est un risque qui reste quand même plutôt bas, mais de l'autre côté, c'est important que la patiente soit informée et que donc soit capable de bien interpréter certains symptômes, l'apparition des douleurs qui n'étaient pas présentes avant, qui pourraient être à la base, qui pourraient être à l'issue d'une métastase, par exemple, osseuse, ça pourrait être quelque chose qui doit alerter et qui doit finalement l'amener à contacter son oncologue. Merci beaucoup. Il nous reste juste quelques minutes. On va encore prendre une ou deux questions. En ce qui concerne les cancers de type 1, alors je pense que la personne qui pose la question veut parler des cancers les plus fréquents, les cancers hormonodépendants. Quels sont les risques de rechute?
Et oui, les risques de rechute sont très variables en fonction de l'étendue de la tumeur. Comme je disais tout à l'heure, un cancer qui n'a pas d'attente ganglionnaire et donc qui reste un cancer hormonodépendant et de petite taille, son risque de rechute à 10 ans, ça reste inférieur à 10%, mais ça peut devenir un risque qui est autour de 10% ou même 20% à 10 ans du diagnostic initial. Encore une fois, cela, c'est des pourcentages, donc il faut les interpréter. Ce sont des pourcentages qui sont importants pour les médecins et qui pas forcément parlent beaucoup à nos patientes. Donc il faut savoir que quand même, pour tous ces types de cancers qui expriment les récepteurs aux hormones, et surtout quand ils sont très étendus avec un gros attente ganglionnaire, nous avons aujourd'hui pas uniquement prolongé la durée de l'hormonothérapie, mais aussi ajouté un deuxième médicament qui est un inhibiteur des CDK4/6 inhibiteurs, c'est-à-dire une thérapie ciblée qui a la capacité d'améliorer encore plus les résultats de l'hormonothérapie. Donc, la possibilité de réduire encore plus ces risques de rechute à long terme grâce à l'ajout d'une deuxième thérapie, une thérapie ciblée à l'hormonothérapie. Merci, docteur. On va terminer par une dernière question. On parlait bien sûr des effets toxiques et des effets secondaires et des très lourds de l'hormonothérapie. On a une question sur cette hormonothérapie peut-elle être responsable de douleurs oculaires? Est-ce que ça fait partie des effets secondaires de l'hormonothérapie? Sans doute, l'hormonothérapie, ça peut donner des douleurs assez diffuses et quelquefois assez difficiles à identifier, des douleurs parfois migrantes d'un côté à l'autre. Mais il y a surtout un type d'hormonothérapie qui est l'étamoxifène qui peut donner des problèmes au niveau oculaire, pas forcément des douleurs, mais des troubles de la vision quelquefois qui demandent quand même une prise en charge spécialisée. Mais je dirais que c'est un effet secondaire extrêmement rare. Donc, ça peut donner des migraines, ça peut donner des migraines oculaires quelquefois, mais pas forcément des problèmes de douleur au niveau oculaire. Merci beaucoup. Voilà, nous avons passé 1 heure ensemble et on espère qu'on a répondu à beaucoup de vos questions. Merci à nos intervenants. Merci à Barbara Pistilli, à Suzette Delaloge, Ingrid Garberis, Benjamin Verret et Johanna Ribeiro. Merci à vous 5 et merci à vous tous qui avez suivi ce webinaire consacré au cancer du sein et organisé par Gustave Roussy. Merci infiniment. Merci, Monsieur merci à vous, Dill. Odile. Bonne journée à tout le Au revoir. monde. Bonne journée à tout le monde.